tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose et on cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Découvrir, respecter et protéger, et si on essayait de mieux voyager. Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour un épisode moins complexe que le précédent, je dois l'avouer, puisqu'aujourd'hui on va parler de vacances, de tourisme et de voyage. J'ai l'impression qu'actuellement, quand on évoque les vacances et le voyage en général, on pense directement à un déplacement. Pas forcément un déplacement super long certes, mais tout de même. Il y a cette idée qu'il faut partir, voir quelque chose de nouveau, se dépayser. Pourtant, depuis quelques années, j'ai l'impression que mon rapport au déplacement en général, il a évolué. Et c'est un sujet que j'ai évoqué l'autre fois avec l'artiste Maya Anderson. On parlait de son exposition aux Beaux-Arts de Pau, qui est malheureusement actuellement terminée, et de ses tableaux. Parce que Maya, elle s'inspire énormément de ses voyages, de ce qu'elle voit ou a vu. Elle vous le dira elle-même si vous la rencontrez un jour, elle a aucune imagination. Et en gros, ce qu'on disait, c'est qu'il est possible de voyager partout, même dans sa propre ville. On a dit aussi que c'était important de toujours rapporter quelque chose de ces voyages. Ça peut être quelque chose de matériel, un caillou, une feuille, un ticket ou je ne sais quoi, ou quelque chose d'immatériel, une leçon apprise, une nouvelle rencontre inattendue, etc. Et j'ai trouvé notre discussion intéressante. Je pense pas qu'on soit les seuls à penser comme ça et à se poser des questions sur le voyage. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un épisode. Le terme voyage, parce que vous me connaissez, on va définir les termes en se basant sur le CNRTL. Bref, le voyage, il se définit par un déplacement. Ce déplacement, il se fait généralement sur une longue distance, hors de son domicile habituel. Il peut également être effectué dans un but précis, pour le travail, les loisirs. Et c'est marrant parce que au XVIIIe siècle, le mot voyage, il évoque simplement une allée et venue d'un lieu à un autre. Le terme vacances, lui, il décrit une période plus ou moins longue pendant laquelle une personne cesse toute activité professionnelle pour se reposer. Enfin, le tourisme, c'est l'activité d'une personne qui voyage pour son agrément, pour satisfaire sa curiosité. Et lors du sommet de la Terre de Rio, en 92, une nouvelle expression émerge. Celle du tourisme durable. L'idée de ce concept, c'est de répondre aux enjeux économiques, environnementaux, sociaux et culturels du tourisme pour les territoires, mais aussi pour les populations. C'est un peu un concept valise qui recouvre une multitude de formes de tourisme, comme le tourisme équitable, l'écotourisme, etc. Pour bien mettre les choses au clair, l'Organisation mondiale du tourisme, elle définit le tourisme durable comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Notons tout de même qu'actuellement, la notion de tourisme durable, elle a largement été discréditée. Maintenant que les mots ont trouvé leur sens, passons à la grande question qui sera plus ou moins sous-entendue pendant tout l'épisode. Faut-il encore voyager ? C'est la question que posait la revue L'économie politique en 2021 à Rodolphe Christin, sociologue et auteur du manuel de l'antitourisme, et Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde et ancien président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Deux figures assez différentes. Jean-François Rial, il évoque l'évolution du tourisme vers toujours plus de plaisir et d'industrialisation. Il mentionne les conséquences négatives du tourisme de masse, que ce soit pour la planète ou pour ses habitantes. Selon lui, cette industrie du tourisme, elle doit, comme toutes les industries, transitionner vers un modèle plus écologique. En effet, il affirme que condamner le tourisme en général, c'est impensable car ça condamnerait, dans le même temps, certains territoires. Pour Jean-François Rial, il faut d'abord éduquer les touristes. En effet, il faut savoir que 95% des touristes du monde se concentrent sur seulement 5% de la planète. Il ajoute qu'il ne s'oppose pas à la mise en place de limites sur certains sites touristiques, à condition que celles-ci ne soient pas fondées sur l'argent.
L'idéal serait pour lui de retenir un échelonnement des visites en fait. Il souligne également que le tourisme local, peu importe ce qu'on en pense, il connaît les mêmes problématiques que le tourisme plus longtemps. En fait, Jean-François Rial, il parle de disneylandisation du tourisme en général, et même de la société en général. Du coup, pour lui, c'est pas le ou la touriste qu'il faut cibler, mais plutôt la société de consommation dans son ensemble. Il termine le débat en affirmant qu'il est vain de vouloir contrôler les usages des gens, qu'il est impossible d'imposer des politiques refusées en amont par les populations concernées. Rodolphe Christin, lui, il commence par définir le voyage comme une expérience anthropologique porteuse de la symbolique de l'initiation qui transforme celui qu'il pratique. Le voyage a selon lui plusieurs phases. La sortie de l'ordinaire, la traversée d'un monde, l'apprentissage, etc. Au départ, le tourisme répond donc à une logique créative et instructive plutôt qu'à une logique récréative. Toutefois, l'accélération du tourisme a complètement dénaturé cette expérience. Rodolphe Christin, il reprend sa définition de départ et affirme qu'aujourd'hui, le tourisme est une industrie problématique qui bénéficie d'une forme d'idéalisation. Il met également en avant le problème du mode de production et de consommation du tourisme. En effet, le tourisme pénètre toujours plus les territoires. Cette touristification du monde, comme il l'appelle, elle entraîne un aménagement bien spécifique des territoires. La solution pour lui, c'est de changer nos usages. C'est de cesser de promouvoir en permanence la pratique du tourisme. C'est de désaménager les territoires. C'est d'organiser des moratoires sur tous les grands projets d'aménagement touristique. Toutefois, pour Rodolphe Christin, la question centrale, c'est pourquoi a-t-on besoin de partir ? N'y a-t-il pas là un problème dans nos modes de vie ? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Pourquoi nécessairement partir en vacances ? Pour moi, partir en vacances, en fait, c'est genre revenir chez moi. Je pense qu'on part en vacances parce qu'on n'aime pas forcément notre quotidien et qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Pour moi, les vacances, ça a toujours été la famille, pour retourner voir la famille en Italie. Je pense que la fonction première des vacances, c'est aussi de s'extraire d'un quotidien. C'est pas forcément partir quelque part, d'aller d'un point A à un point B. Pour moi, les vacances, c'est plutôt quand tu peux te recentrer sur toi-même. Et c'est vraiment le moment où je suis libre. C'est-à-dire, je peux plus penser à l'école, plus penser à l'avenir, plus penser à rien. Genre vraiment, t'es là et tu savoures l'instant présent et t'es pas là en mode « Ah mince, il faut que je fasse ça. Ah mince, il faut que je fasse ça. » Bien que, ce soit un privilège de classe, je pense. Dans la mesure où on n'y accède pas tous et toutes. Il y a beaucoup de choses à dire pour répondre à cette grande question, mais je pense qu'on peut commencer par dire que le fait de partir en vacances, c'est d'abord une contrainte sociale. C'est ce que rappelle Bertrand Réau, professeur de sociologie au CNAM et titulaire de la chaire Tourisme, Voyage et Loisirs, dans son article « Les fonctions sociales des vacances », publié dans la revue L'économie politique en 2021. Il explique que les loisirs, ils sont perçus comme des moments de défoulement dans nos sociétés occidentales. En effet, il reprend l'analyse de notamment Norbert Elias et décrit notre vie sociale comme plutôt fade et assez contrôlée. Le tourisme permet donc, dans un cadre toutefois normé, la libération de nos émotions. Dans un cadre socialement acceptable et gratifiant, les vacanciers et vacancières trouvent les frissons qui leur font défaut dans leur vie sociale quotidienne. En gros, ce que tout ça veut dire, c'est que les vacances, de par une mise en suspens relative des normes sociales ordinaires, participent à une forme de réenchantement temporaire du monde. Néanmoins, il est crucial de souligner les différences entre les groupes sociaux. Ces écarts y reflètent parfaitement la fonction symbolique des pratiques de loisirs. Tout ça, c'est super bien illustré dans le rapport de la Fondation Jean Jaurès. Publié en 2019, donc notamment avant la crise du Covid-19, il est intitulé « Les Français et les vacances, quelles inégalités ?» et il est écrit par Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, et Simon Thiraud, délégué général de l'UNA, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Tout d'abord, les auteurs expliquent que, pour les Françaises, les vacances ont deux principales dimensions, le repos et la découverte. De par une société largement structurée par le travail, les vacances, elles sont clairement définies comme une période de récupération. 35% des Françaises interrogées associent les vacances
à un moment de déconnexion par rapport au quotidien. 31% à un repos bien mérité et 33% à la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle région. Regardons tout de même de plus près ces chiffres profondément marqués par les clivages sociaux. En effet, la notion de découverte, elle est mentionnée à 47% par les retraités, à 31% par les catégories sociales supérieures et à 22% par les catégories sociales populaires. A l'inverse, la notion de repos bien mérité, elle revient à 45% chez les catégories sociales populaires, 34% chez les catégories supérieures et à 19% chez les retraités. Ensuite, Jérôme Fourquet et Simon Thiraud, ils analysent les vacances des Françaises sur ces 5 dernières années. Selon leurs chiffres, un ou une Française sur 3 a été contrainte de renoncer à partir pendant les vacances d'été pour des raisons financières. 4 Français sur 10 avouent le faire souvent. Et vous vous en doutez bien, la fréquence de renoncement aux vacances d'été, elle varie selon le niveau social. En effet, dans les milieux modestes et pauvres, plus de 50%, donc plus d'un ou une Française sur 2, renoncent aux vacances d'été. Dans la classe moyenne inférieure, 48%, donc presque un ou une Française sur 2, renoncent aux vacances d'été. Dans la classe moyenne supérieure, 21%, donc presque un ou une Française sur 4, annoncent renoncer aux vacances d'été. Ce qu'il est possible de noter ici, c'est la ligne de faille sociologique qui divise la classe moyenne entre la classe moyenne inférieure et supérieure. Il existe un véritable décrochage par le bas de la classe moyenne qui ne parvient plus à accéder aux standards de ce que les auteurs appellent le way of life français. Finalement, ces écarts entre les différentes classes sociales, ils conduisent à un véritable sentiment d'injustice sociale dû à l'incapacité de jouir des fruits de son travail. Les auteurs complètent que ces clivages sociaux, dans le cas où l'on part en vacances, ils se retrouvent aussi dans les critères de recherche d'un lieu de vacances. Là où les catégories sociales supérieures, à 37%, mettent d'abord en avant la volonté de partir loin de chez soi pour déconnecter du quotidien, les catégories populaires, à 33%, mettent d'abord en avant la volonté de partir dans un endroit pas cher. Jérôme Fourquet et Simon Thiraud ajoutent enfin qu'un autre clivage existe, géographique cette fois. En fait, une coupure territoriale existe entre les habitantes de l'agglomération parisienne, les habitantes des communes urbaines et les habitantes des communes rurales. Les Parisiennes sont 38% à déclarer changer de pays régulièrement lorsqu'elles partent en vacances. Ce chiffre tombe à 28% pour les habitantes des communes urbaines de province et à 25% pour les habitantes de communes rurales. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les habitantes de la région parisienne, elles sont plus à même de découvrir le monde, ses différentes cultures, parce que elles en ont la possibilité. Elles, de par la centralisation du pays, peuvent plus facilement utiliser des opportunités de voyage offertes par la mondialisation. Maintenant qu'on a mis les choses au clair, qu'on a dit que tout le monde ne partait pas en vacances, non pas par choix mais par obligation, on va s'intéresser à ceux et celles qui partent en vacances, aux touristes en général. Et avant de commencer la prochaine partie, je tiens à préciser que le but ici, c'est pas de faire culpabiliser ceux et celles qui partent en vacances. C'est pas de jeter la pierre aux touristes. Enfin, je veux dire, j'ai été une touriste. Et j'ai la chance de continuer à voyager, différemment certes, mais tout de même. Je découvre encore de nouvelles régions, de nouveaux paysages, etc. Mon but ici, c'est de montrer les conséquences du tourisme. Donc vous l'avez compris, mais la grande question de la prochaine partie, c'est évidemment quelles conséquences pour les populations, les paysages et la nature en général. Les conséquences du tourisme, c'est très intéressant parce que moi je peux parler de l'Italie qui est quand même un pays qui vit vraiment pas mal essentiellement du tourisme. Du coup, je vais parler surtout à propos de ce que je vois dans la région, le département où je suis, parce que c'est quand même une zone qui est assez touristique, les Hautes-Alpes. Et oui, c'est vrai que le tourisme, c'est une activité qui rapporte de l'argent, qui rapporte énormément de ressources. Et puis que l'argent qui est généré par ce tourisme, il permet de préserver mieux aussi la faune et la flore, de créer des espaces qui sont protégés. Ça permet le recul du seuil de pauvreté, ça génère de nombreux emplois.
Ça permet de dynamiser la ville. Évidemment, il y a des économies qui marchent quasiment uniquement avec le tourisme et il y a des millions de gens qui en dépendent en fait. Après, ça a aussi un effet super positif sur l'accessibilité qu'on ait autant de touristes parce que sans de la demande de ce côté-là, on n'aurait pas autant de navettes, pas autant de bus ni de trains. Je pense aussi que c'est changer de chez soi, ça apprend à considérer d'autres modes de vie que le sien. Puis ça peut mettre peut-être en avant certaines cultures locales, certaines activités locales. Mais en fait, c'est un point de vue. C'est cool de pouvoir donner l'opportunité aux gens de visiter et de voir des lieux beaux, incroyables et tout. Mais il faut aussi faire la part des choses avec la partie de la population, que ça gêne. Mais ça pose des problèmes, surtout pour le logement. C'est super difficile de trouver des logements à l'année qui ont des prix abordables. Et puis les populations locales doivent souvent se mettre au service de l'activité du tourisme. J'habite dans un petit village dans l'Aveyron et je m'amuse souvent à regarder le fait que les touristes, la plupart du temps, ne s'adaptent pas au mode de vie, des locaux. Par contre, je pense aussi que ça peut du coup renforcer des clichés selon comment tu voyages. Si tu voyages en tant que t'as un guide qui te montre ce que t'as envie de voir, tu verras que ce que t'as envie de voir. Ça peut même pousser par exemple des grosses entreprises à vouloir construire, etc., sur des territoires de personnes autochtones. En tout cas, pour la faune et la flore, c'est très très néfaste le fait d'adapter des structures, des endroits pour l'arrivée du grand nombre de personnes sur une courte période dans un endroit, dans un territoire. Les touristes qui viennent ici, ils sont pas forcément éduqués sur l'endroit, sur les milieux montagnards. Et en fait, c'est pas des lieux qui sont faits pour accueillir un tourisme de masse aussi important. Le coût carbone du transport aérien, c'est quand même quelque chose qui est démentiel. Quand tu arrives dans un endroit, un pays, et que tu y restes une semaine ou deux, tu rentabilises pas vraiment ton empreinte carbone. Et oui, force est de constater que les émissions carbone de l'avion, elles sont émises par certains qui sont les plus riches au détriment de tout le monde. Donc le premier impact, à mon avis, du tourisme, il est là, c'est le transport. Je pense que aussi le tourisme, il est inclus complètement dans le système capitaliste et du coup, il est d'une partie nécessaire au fonctionnement économique des villes et des pays. Et beaucoup d'amis à moi qui partent en vacances, en fait, ont une volonté de consommer à fond, de maximiser son temps, de faire le plus de choses possible. Il y a un peu une de performance, de rentabilité du billet d'avion sur des choses pour voir le plus possible, faire le plus possible. C'est compliqué de trouver un juste milieu entre assez de tourisme pour pouvoir faire vivre la ville à l'année et pas trop de tourisme pour pas dégrader l'environnement non plus. Après, je pense que dans tous les cas, le tourisme, ça aura des effets positifs et négatifs quoi qu'il arrive, mais que le plus important, c'est la façon dont les régions et dont les récepteurs ils vont gérer ce flux de touristes. Dans tous les lieux qualifiés de touristiques, résidentes et touristes se mélangent. Toutefois, Yale évolue dans des espaces-temps complètement distincts. En effet, pour les résidentes, ces espaces font partie de leur quotidien. Pour les touristes, ces espaces sont nouveaux, exceptionnels. Et c'est pour ça qu'Aniwele, docteur en géographie, parle de différentes temporalités touristiques. Dans son article « Patrimonialisation et mise en tourisme », une double entrée pour questionner le rapport à l'espace et au temps, publié dans la revue Nouvelles perspectives en sciences sociales en 2018, Aniwele, elle associe le tourisme à un temps vacant ainsi qu'à un déplacement, même minimal. Selon elle, les touristes se déplacent d'abord parce qu'elles recherchent autre chose, quelque chose d'inhabituel, mais également quelque chose d'authentique. Les mouvements de population, ils s'effectuent majoritairement, vous vous en doutez, durant la saison estivale. Et ces investissements des espaces par les touristes, ils modifient profondément ces mêmes lieux. Surtout, encore une fois, l'été. Ainsi, il est possible de questionner la recherche même d'authenticité que je viens de mentionner. Dans son article « Authenticité et tourisme » publié en 2011 dans Les Cahiers du Musée des Confluences,
Saskia Cousin, anthropologue et professeure de sociologie, elle explique que la notion d'authenticité, elle est au centre de deux postulats contradictoires. En effet, le tourisme, c'est de fait une activité inauthentique, artificielle et moderne. Pourtant, dans le même temps, la quête d'authenticité, c'est une des grandes motivations de l'homme postmoderne en voyage. Pour expliquer cette étrange recherche d'authenticité, Saskia Cousin, elle revient dans le temps et historise son propos. Elle rappelle d'abord que c'est à partir des années 60 que les classes moyennes accèdent massivement au tourisme. Elle cite ensuite des travaux, notamment ceux d'Edgar Morin, sociologue et philosophe français, qui décrivent l'activité touristique en termes de reproduction, de copie et d'artifice. L'idée, c'est qu'avec toute cette expansion de touristes, certains lieux ont été construits et reproduits en masse pour les touristes. Ces sites ne seraient finalement que des copies de lieux culturels ou de traditions originales et originelles. Saskia Cousin, elle continue en mentionnant les travaux de Dean McCannell, anthropologue américain et spécialiste des relations entre le regard touristique, la quête d'authenticité et la modernité. Il définit la quête touristique comme un moyen d'échapper à l'aliénation. Le but, selon lui, du touriste, c'est d'aller chercher la vraie vie, disons, derrière la scène touristique. Toutefois, cette quête, elle est forcément vouée à l'échec puisque la présence même de touristes, elle implique la mise en place de coulisses. Du coup, cette recherche même d'authenticité et de réel, à travers la popularisation d'expressions comme tourisme éthique, responsable, alternatif, vert, etc., elle a rapidement engendré des profits. Tout est bon pour faire de l'argent. Et proposer des expériences culturelles extraordinaires ou des destinations insolites, ça fait vendre. Finalement, le tourisme, qu'on le veuille ou non, c'est un véritable organisateur d'espace. Il engendre des lieux précis qui répondent eux-mêmes aux demandes spécifiques des touristes. Ces espaces sont donc avant tout pensés pour les touristes et non pour les populations locales. Et du coup, on peut comprendre que l'arrivée massive des touristes, bien qu'elle soit souvent synonyme de gain économique, elle ne plaise pas aux habitantes. Exemple bête, mais j'habite en Tchéquie et pour des raisons X ou Y, il m'arrive d'aller à Prague. Et franchement, cette ville, c'est dingue parce qu'elle a rien à voir avec le reste du pays. Quand tu marches dans les rues, déjà, t'entends pas un mot de tchèque. Ensuite, la ville, elle est bondée, surtout le week-end. Vraiment, il y a des bouchons à pied, il faut littéralement se marcher dessus, c'est terrifiant. Et imaginez juste 2 secondes être pragoise. Pour aller en cours, sortir, faire des courses ou même faire une simple balade, t'es asphyxié par une masse de gens qui souvent ne parlent même pas ta langue. Et là, j'ai pris l'exemple de Prague, mais je suis persuadée que c'est la même chose avec la grande majorité des capitales. Avec la démocratisation du transport aérien, il est très facile de se rendre dans une grande ville juste le temps d'un week-end pour la visiter. Et ça, pour moi, c'est déjà un problème. Je vais pas m'étaler sur le transport aérien en général parce que, entre les vols commerciaux, les jets privés et l'aviation militaire, je pourrais faire un épisode comme j'en ai fait un pour le train. Simplement, je pense qu'il est important d'avoir en tête que, dans le monde d'aujourd'hui, il est techniquement possible d'utiliser d'autres moyens de transport, moins énergivores et moins polluants. Toutefois, on en revient toujours au problème des prix et de l'accessibilité, parce qu'il est empiriquement plus facile et moins cher de prendre l'avion plutôt que de se déplacer en train ou en bus. Aussi, l'avion, il permet d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Et ça, dans nos sociétés où tout va très vite, où on se compare très très souvent, c'est un vrai plus. En tant que touriste, tu as la possibilité de te rendre dans une ville sur un week-end et ainsi cocher toutes les cases de ta bucket list. C'est vrai quoi. Il existe des centaines de sites web ou de livres qui expliquent aux consommateurs comment en voir le plus possible, le plus vite possible. Et cette façon de voyager, elle me dérange pas mal. J'ai l'impression qu'on ne va pas dans une nouvelle région pour profiter et pour découvrir, mais plutôt pour se montrer. Pour dire que nous avons vu ceci, que nous sommes allés là-bas. Dans chaque nouveau lieu qu'on visite, il existe une liste d'incontournables, de choses à ne pas manquer. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que si l'on ne voit pas tous ces indispensables, on n'a pas correctement visité la ville. Alors que, non. Chacune visite comme elle le souhaite. Je pense sincèrement que chaque voyage est personnel, que chacune a ses propres choses à voir, etc. Toutefois, avec le monde capitaliste et consumériste que l'on connaît,
Les voyages, ils ont tendance à s'uniformiser. Avec notamment les compagnies de voyage ou les formules de plusieurs jours, nos voyages, ils se ressemblent. Attention, avant de continuer, je précise que le but de ma critique là, c'est pas de donner de nouvelles idées aux agences de voyage ou aux guides touristiques. Ne créez pas de nouvelles formules, de nouvelles listes de lieux soi-disant inconnus, nouveaux ou authentiques. Non. L'idée de cette partie, c'est de dire que les touristes, et en fait plutôt les voyageuses, devraient se conformer aux attentes des populations locales. Parce qu'il est crucial de se rappeler que les habitantes des régions visitées, c'est logique, mais elles vivent là. Les espaces que l'on visite, ils sont avant tout leurs espaces. Ce sont les populations locales qui prennent soin de ces lieux et qui les voient quotidiennement. Et du coup, je pense qu'il est important d'aller à la rencontre de ces mêmes populations. Pas dans une optique de comparaison ou dans une optique néocolonialiste et européano-centrée. Non, simplement dans une optique de découverte et de partage. Je crois sincèrement qu'on a tout à apprendre des autres. Et l'autre peut aussi être notre voisin, notre voisine, ou alors une personne à l'autre bout du monde. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut laisser le tourisme de côté, qu'il faut laisser les logiques commerciales et consuméristes de côté, et qu'il faut apprendre à voyager dans sa ville, dans sa région, dans son pays. Il faut apprendre, ou plutôt réapprendre, à aller à la rencontre des gens, de leur culture, de leurs traditions. En fait, il faut réapprendre à vivre ensemble, à se comprendre et à s'écouter, plutôt qu'à se comparer. Le tourisme, il enrichit qu'une minorité de personnes. Le tourisme, il modifie et détruit la faune et la flore des territoires. Le tourisme, il dérange les populations locales. Le tourisme, notamment durant la saison estivale, il engendre la création d'emplois souvent précaires. Et avant de passer à la conclusion de l'épisode, et donc aux solutions concrètes, j'avais envie de laisser la parole aux jeunes qui travaillent l'été. Parce que oui, rentrer jeune dans le monde du travail, franchement c'est super. Gagner son propre argent, c'est gratifiant. Faire des saisons, c'est marrant. Et honnêtement, mes différentes expériences professionnelles, elles m'ont aidé à me construire. J'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des personnes formidables. Toutefois, il ne faut pas oublier que les jeunes qui bossent pendant les vacances, et notamment l'été, ce sont des jeunes qui acceptent des horaires à la con, des petits salaires et des conditions de travail souvent fragiles. Du coup, moi, je travaille en tant qu'animatrice dans les centres aérés pendant les vacances. Pour moi, mes expériences en tant que travailleuse saisonnière, ça m'a beaucoup aidée, notamment vis-à-vis de l'indépendance. Enfin, vraiment, ce qui m'a fait plaisir dans ce métier, c'est que ça me permet de faire voyager les enfants à travers l'imagination. Parce que c'était la première fois que je partais de chez moi, de chez mes parents, et que j'allais vivre toute seule pendant 2-3 mois avec des inconnus dans un endroit que je connaissais pas du tout. Et donc du coup vraiment pour eux c'est des vacances et en dehors de tout ce qui est scolaire, ça change de l'environnement qu'il y a à la maison. Ça m'a appris à savoir prendre mes distances aussi un peu avec les gens, à savoir dire non aussi quand quelque chose me plaisait pas ou m'allait pas. Ça m'a fait grandir en tant que personne et ça m'a fait rencontrer d'autres gens. Il y a quand même une super ambiance. Parce qu'en plus, je travaille dans un centre où les enfants ont parfois des difficultés, que ce soit au niveau dans la famille. Même si les conditions de travail, c'était pas forcément idéal, que c'était pas un travail... C'était serveuse dans un village vacances et c'était pas forcément le travail rêvé. Tellement d'animateurs, parce que comme c'est un centre qui est assez compliqué, ça intéresse pas grand monde et donc du coup, ils payent davantage, donc ça va, question salaire, j'ai rien à dire. Horaire, forcément les centres, t'es soi-disant payé du coup de genre 8h à 17h, mais tu peux très bien arriver à 5h du mat et finir à minuit ou 2h, tu vois. Et que l'ambiance, elle est aussi beaucoup affectée par qui l'entreprise est gérée, par qui les directeurs sont, qui sont nos responsables, et que si on n'est pas très bien considéré par nos responsables, ça joue aussi sur l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. C'était ma première expérience en tant que travailleuse saisonnière et c'était une assez bonne expérience, je dirais. Après, je pense que c'est aussi une question de chance par rapport aux personnes qu'on va rencontrer là-bas, parce que c'est pas toujours des expériences positives. Les voir profiter à fond des vacances et des activités que tu leur offres, ça fait vraiment super plaisir, quoi, vraiment. Après, l'hôtellerie et la restauration, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Après, ça dépend des personnes, mais pour moi, sur le long terme, c'est pas quelque chose de possible. C'est pas des conditions de travail qui sont très marrantes. Pour compléter ce qui a été dit,
je vais simplement mentionner un article de Christophe Gilbert, maître de conférences en sociologie, et Bertrand Réau, que j'ai mentionné tout à l'heure. Il est intitulé « Les travailleurs du tourisme dans la tourmente » et publié dans la revue L'économie politique en 2021. Tout d'abord, les deux chercheurs notent que le tourisme est un des secteurs clés de l'économie française. Il représentait, avant la crise Covid-19, 8% du PIB. En gros, c'est plus de 55 milliards d'euros de recettes et 2 millions d'emplois, qu'ils soient directs ou indirects. Ils définissent ensuite les métiers du tourisme comme caractérisés par des durées variables, des temps partiels, des horaires atypiques ou des CDD, contrats à durée déterminée. Pour une partie des saisonniers et saisonnières, les conditions de travail, elles sont contraignantes. Trajectoires fragmentées, atypiques, non linéaires et géographiquement mobiles. En fait, ce sont des métiers qui s'inscrivent souvent dans une déstandardisation du travail qui repose sur des durées de contrat variables, des horaires tout aussi variables et des tâches encore plus variables. De plus, les services touristiques, ils travaillent souvent à contre-temps et à contre-espace puisqu'ils évoluent hors des lieux et temporalités du cadre de vie lambda. Enfin, les deux chercheurs soulignent le problème de la fidélisation des salariés. En effet, les emplois liés au tourisme, ils sont soumis à une forte rotation de la main-d'œuvre qui engendre un renouvellement important de ses employés. C'est pour ça que cette forme de salariat, spécifique au métier du tourisme, elle est largement associée à la précarité économique et à l'absence de perspectives professionnelles, que ce soit un simple emploi durable ou une évolution professionnelle plus qualifiée. Parenthèse sur les métiers du tourisme refermé, passons maintenant à la conclusion. Comment changer nos pratiques touristiques ? Comment mieux voyager ? La première chose, ce serait de partir pas loin en fait, de aussi peut-être de réaliser qu'il y a des très très belles choses près de chez nous. Pour moi, il faudrait promouvoir aussi d'autres lieux et de renoncer à des voyages très longs, à pour aller très loin, enfin très long, non, en très peu de temps en fait, parce que l'aviation permet d'aller dans l'autre bout du monde en moins d'une journée. Ce qui est fou en fait, ce qui il y a 40-50 ans n'était même pas imaginé, même pas inimaginable, et aujourd'hui ça nous paraît indispensable. Il faut privilégier tout ce qui est, par exemple, marche à pied. Il faut utiliser d'autres moyens de transport. Prendre plus le train que l'avion. Et sinon, il y a le vélo ou surtout le covoiturage. Trouver des moments où il n'y a pas forcément beaucoup de tourisme, justement, c'est très compliqué aussi parce que il faut avoir le temps, quoi. Mais sinon, je pense le plus important, c'est de rester plus longtemps dans les endroits pour rentabiliser un peu son empreinte carbone et pour moins voyager. Et par exemple, si tu restes 6 mois dans un endroit, tu apprendras beaucoup plus de cet endroit qu'en 2 semaines et ça sera vraiment une vraie expérience, je pense. Il faut faire d'autres activités. Je pense que c'est en essayant des nouveaux trucs qu'on peut vraiment arriver à un changement. Donc peut-être étendre un peu aussi ses activités. Et évidemment en se sensibilisant. Le problème c'est que tu sensibiliseras jamais quelqu'un qui veut pas l'être, donc c'est un peu compliqué. Ensuite c'est aussi pas trop voir de choses quand on est sur place. Et pas tout de suite commencer à vouloir faire plein de choses dans la journée. Parce qu'après, en fait, la plupart des gens font ça. Et du coup, tous les lieux qu'on a envie de voir sont saturés de monde. Après, pareil pour les populations locales, genre tu les respectes, tu fais attention à la faune et à la flore. Et en fait, ces choses-là, un jour, on y sera contraint. Et après, il y a aussi une question de, est-ce que on doit partir ? Est-ce que partir, c'est encore acceptable dans la situation écologique dans laquelle on est ? Dans son article « Voyage durable et voyageurs mal avisés », celui-ci peut-il s'en faire une juste représentation ? Publié en 2008 dans la revue Humanisme et Entreprise, Maude Tixier suggère qu'un des obstacles majeurs à l'expansion d'un tourisme plus respectueux, ce sont les touristes eux-mêmes. Elle écrit que généralement, les touristes sont désintéressés en fait de la durabilité de leur voyage. Le temps des vacances, il est complètement consacré au repos et les touristes ne veulent pas entendre parler de problèmes ou de contraintes. Je l'ai dit aussi, mais il existe une masse d'appellations différentes qui peuvent rendre les touristes confus. Du coup, grâce à l'article de Maude Tixier, essayons de définir ce qu'est le tourisme durable. Déjà, selon elle, il se base sur 3 critères. Des critères sociaux, des critères environnementaux et des critères financiers. Les critères sociaux sont nombreux. Tout d'abord, il y a évidemment une bonne rétribution et de bonnes conditions de travail pour les employés. Ensuite, il y a le recrutement,
puis la formation des guides ou gestionnaires locaux vers des postes de managers autonomes. Ainsi, ce sont bien les populations locales qui sont actrices de leur développement. Enfin, le tourisme durable incite également au respect des traditions et cultures sacrées, au partenariat entre voyageuses et associations locales, ainsi qu'à la rencontre entre populations locales et étrangères. Ensuite, les critères environnementaux sont, vous en doutez bien, la protection des sites, de la faune, de la flore, mais également le tri et le management des déchets, la gestion des ressources naturelles et de la pollution liée au tourisme. À cela s'ajoute une architecture conforme à l'environnement et au climat local. Enfin, les critères financiers, parce qu'il faut être rentable. Ça paraît logique, mais pour être durable, une activité, elle doit être viable. Il faut également être transparent avec les voyageuses pour qu'elles acceptent de payer. Mode Tixier préconise aussi de verser une partie du prix payé à des projets de développement local. Ainsi, une partie des retombées économiques bénéficiera aux locaux. Et c'est vrai que depuis le début, on pourrait croire que je crache sur le tourisme. Pourtant, je pense vraiment que le tourisme, c'est un puissant vecteur de développement des territoires. Pour terminer, je crois que rejeter tous les problèmes environnementaux et sociaux sur le tourisme de masse, c'est une forme de mépris de classe. Parce que les riches, ils pourront toujours partir loin, dans des endroits insolites, à l'abri des regards. Ils pourront toujours payer pour couvrir les dégâts qu'elles occasionnent. Les personnes les plus précaires, elles, partent là où la majorité des vacanciers et vacancières partent en vacances. Parce qu'elles peuvent pas vraiment choisir leur destination. Parce qu'elles peuvent pas se permettre de prendre un mois de vacances et de passer plusieurs jours dans les transports. Elles se contentent de ce qu'elles peuvent s'offrir pour partir en vacances et ainsi rentrer dans la norme. Elles se contentent des restes, de ce que les riches ont déjà vu et dégradé. C'est pour ça que les problèmes engendrés par le tourisme, ils doivent être réfléchis dans leur globalité. Le voyage, il doit pas devenir la propriété des plus riches. La découverte des autres, elle doit être accessible à tous et toutes. Et les principes du développement durable, que j'ai évoqués tout à l'heure, ils doivent être évolutifs, dynamiques et opérationnels. Ils doivent constamment être remis en question et améliorés. Il faut également décentraliser le tourisme. Donner plus de pouvoir au local, notamment aux populations qui sont déjà sur place et qui connaissent les lieux. Finalement, pour aller vers un tourisme plus durable, il faut penser au futur et il faut penser aux autres. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé, merci pour tous vos témoignages. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. S'il vous a plu, vous pouvez également le partager à votre entourage. Et puis, pour être au courant de la suite, abonnez-vous. On se dit à très vite, et jusque-là, prenez soin de vous. Bisous!